Donc pour cet échange, à mes côtés, Madame la secrétaire générale de l'Académie, Sandrine Beniaya, Monsieur le directeur académique de la pédagogie, Monsieur Philippe Velten, qui n'est pas seulement directeur académique de la pédagogie, mais aussi directeur de cabinet adjoint. Et à distance, les doyens, les corps inspecteurs, Samuel Rouzet et Dominique Bédélem, qui sont en petite vignette en bas, là, si vous les voyez, à côté de vos confrères, consoeurs, votre confrère, votre confrère. Pour ce qui nous concerne, donc un temps d'échange pour faire le point sur les mesures annoncées par le président de la République mercredi soir, mises en débat devant le Parlement par le Premier ministre jeudi et affinées par le ministre de l'Éducation nationale avec nous dès mercredi soir, toute la journée d'hier et encore aujourd'hui, puisque nous sommes quotidiennement en visio avec notre ministre pour parvenir à la meilleure organisation possible des 4 semaines en fait, qui s'annoncent. La semaine prochaine, donc celle qui redémarre le 5 avril après le lundi de Pâques, étant une semaine d'aménagement du temps scolaire à distance. Avec, je vais y revenir, accueil des enfants, des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, puis 2 semaines de vacances, ce qui est favorable pour notre académie, puisque concrètement, nous avons cette chance de faire partie des académies de la zone A qui sert de référence en fait en termes de timing aux vacances scolaires désormais unifiées pour les 3 zones. Au sortir de ces vacances, les écoliers, donc le premier degré reprend le chemin de l'école le 26 avril. Les collégiens et lycéens restent une semaine encore en enseignement à distance et regagnent les collèges et les lycées à partir du 3 mai. On l'espère de la manière la plus normale possible. Donc ces décisions prises par le président de la République et ensuite déclinées sont vraiment inspirées, vous l'avez sans doute vu, par l'objectif qui est prioritaire depuis le départ, c'est-à-dire fermer les écoles le moins possible et en dernier recours. Et c'est vraiment cet équilibre entre sécurité sanitaire et donc par prise par l'Éducation nationale à la nécessité de limiter les interactions sociales, mais en même temps impératif de limiter au plus haut l'éloignement de l'école qui aboutit à ces décisions. Au final, effectivement, pour les écoliers, ce sont seulement 3 jours et demi la semaine prochaine qui vont être constitués d'un enseignement à distance, et pour les collégiens et lycéens, 3 jours et demi plus la semaine qui suivra les vacances scolaires. Pour organiser ces temps d'enseignement à distance, on peut puiser dans une expérience acquise pendant quasiment une année maintenant, puisque autant il y a un an, on avait dû de manière assez brutale finalement basculer dans l'enseignement à distance et pour les enseignants la prise en main d'outils numériques auxquels ils n'étaient pas encore tous parfaitement aguerris. Autant au bout d'un an, on a fait des progrès absolument phénoménaux dans la maîtrise des outils numériques et dans la mise en place de ressources pédagogiques au bénéfice des enseignants,
qui sont vraiment très nombreuses et remarquables en qualité. Ce qui signifie donc que les enseignants peuvent prendre appui sur de très nombreuses sources qui sont disponibles non seulement sur EduScol, qui est un site du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi via l'opérateur Canopé, qui est notre opérateur traditionnel, puiser dans les ressources du CNED et utiliser le dispositif Ma classe à la maison pour mettre en place des classes virtuelles. Aller voir du côté de Lumni, du site qui permet lui aussi de bénéficier d'appui vidéo par exemple, et de très nombreuses ressources là encore pour penser son enseignement à distance. En fait, il y a des centaines d'heures de cours enregistrés disponibles pour aider les enseignants à emprunter ce nouveau virage que nous comptons bien réussir et du mieux possible. Et puis, France 4 reprend aussi, vous l'avez vu, la programmation de ces cours filmés, le matin pour le premier degré, l'après-midi pour les collégiens. Donc l'ensemble constitue vraiment un appui de grande qualité pour permettre que les apprentissages puissent se continuer du mieux possible, même si on est bien d'accord, c'est pas l'idéal auquel nous aspirons tous, mais soyons optimistes quelques instants, on va dire qu'on se dirige vers cet idéal de manière certaine. L'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire va être de nouveau mis en place. Là aussi, c'est un objectif important pour nous, puisqu'il s'agit notamment que l'ensemble des personnels de santé, qu'il s'agisse des personnels travaillant dans les établissements de santé publics et privés ou des praticiens de ville, puissent bénéficier d'un accueil de leurs enfants dans les écoles en particulier et aussi certains collèges pour continuer ce sur quoi on compte sur eux, c'est-à-dire soigner et parfois même sauver des vies. Donc on remet en place ce dispositif qu'on avait réussi à bien faire fonctionner pendant le premier confinement avec une cartographie fine d'écoles et établissements du secondaire pour que aucun parent appartenant à ces professions ne soit face à une difficulté. Donc c'est ce dispositif qu'on réactive en affinant encore davantage la cartographie. On est en lien pour ce faire notamment avec l'ARS de manière à calibrer le dispositif au plus juste. C'est encore le travail de cette journée avec les DAZEN. Et donc on sera en mesure de donner les informations, notamment à l'ARS, au plus vite pour que dès mardi ça puisse fonctionner. On a la liste des professions qui peuvent bénéficier de ce dispositif qui a été stabilisé hier soir après un dialogue interministériel nourri. Donc la liste est assez conséquente puisque sont aussi bénéficiaires de ce dispositif les forces de l'ordre par exemple, ou bien encore les professionnels travaillant dans les établissements médico-sociaux auprès des personnes handicapées ou des personnes âgées, ou encore les personnels de l'aide sociale à l'enfance. Donc en fait, toutes les personnes, tous les personnels qui sont absolument nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, y compris ceux qui participent à la politique de vaccination, au dépistage. Donc l'idée est vraiment de sécuriser tous ces aspects absolument incontournables pour que l'on sorte enfin de la crise sanitaire, et de l'autre côté d'apporter notre part à cette solidarité avec ces professions et notamment les soignants qu'on a tous absolument en tête. Sur les aspects pédagogiques
On peut aller plus en détail si vous le souhaitez, mais peut-être que le mieux c'est que vous posiez des questions, sachant qu'on a en direct les inspecteurs aussi pour répondre à des questions même précises sur les éléments de continuité pédagogique. Je vais déjà poser mes questions avant, donc j'avoue que j'ai plus de questions pour vous. Oui, oui. Oui. Puis on nous a dit qu'on avait le petit dossier à l'issue, donc... Alors à distance, s'il y a des questions, monsieur Joly. Oui, peut-être. Une question, pardon, bonjour. Bonjour. Oui. Simplement sur la continuité pédagogique, vous êtes en savoir que ça inquiète beaucoup les parents. Oui. Donc on a beaucoup évoqué les différentes ressources, sites, internet, etc. Comment est-ce que l'information va jusqu'aux parents? Est-ce que c'est par EduScroll qu'on leur a dit justement aller voir sur le CNED, sur l'UNI, etc. Parce qu'au niveau des inquiétudes, les enseignants le sont sans doute, mais les parents sans doute encore plus. Donc cette information aux parents, comment est-ce qu'elle va se faire? L'information aux parents, elle est délivrée notamment par l'ENT, l'environnement numérique de travail qui est proposé à chaque élève. C'est via ce support que, notamment les chefs d'établissement, les professeurs principaux transmettent les informations. Oui, pour compléter cela, donc, nous avions déjà, au dernier confinement, mis en place des recommandations, des conseils à donner aux parents d'élèves. Donc nous allons réactiver justement ce que nous avions mis en place il y a quelque temps, en le réactualisant bien sûr. Et donc ces informations seront effectivement à disposition des parents. Je pense que, comme le disait Madame la rectrice, le premier réflexe, c'est de suivre les conseils méthodologiques des professeurs. Je pense que c'est la première chose. On va être sur des temps quand même relativement courts, hein. Une petite semaine pour les élèves de l'école élémentaire et maternelle, 2 semaines pour le collège et lycée. Donc je pense que c'est vraiment la première entrée, hein, suivre les conseils méthodologiques. Au niveau de l'académie, nous sommes en lien avec les chefs d'établissement et les professeurs, justement les inspecteurs vers les professeurs, pour qu'ils puissent bien détailler effectivement tous ces éléments-là. Et un autre élément important, pour rassurer les parents, c'est le fait que nous avons la volonté que les élèves puissent avoir des contacts également synchrones avec leurs professeurs, et que effectivement il y ait des temps dans la journée où les élèves sont en contact direct avec un professeur. Alors selon les jours, des matières différentes, c'est organisé par établissement, mais ce contact pour nous est absolument essentiel, le contact synchrone, hein, je veux dire, que ce ne soit pas uniquement des documents envoyés, et vraiment s'appuyer dessus. Après, pour les plus petits, il faut aussi un peu organiser leur journée, il ne faut pas non plus se dire qu'ils vont être en travail à distance toute la journée, hein. Il faut limiter des plages plutôt courtes, et adapter en fonction de l'âge des élèves. Hein, c'est vraiment ça les premiers conseils. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est continuer les apprentissages, garder le contact, et se dire, voilà, les vacances ne commencent pas la semaine prochaine, hein. Il y a effectivement un temps de travail, et les vacances, c'est 15 jours uniquement, et entre avant et après, c'est des temps utilisés justement pour poursuivre les apprentissages en lien avec les professeurs. Et si on peut donner un conseil aux parents pour les plus jeunes, les plus petits, ce que nous a appris le premier confinement, c'est que ce qui avait le plus régressé, c'était le français, et notamment la lecture à voix haute. Et donc, si les parents peuvent accompagner leur enfant dans la continuation de la lecture, et notamment de la lecture à voix haute, c'est vraiment très bien, parce que ça évitera un petit décrochage, voilà, continuer à les entretenir dans ce rythme de lecture. C'est une inquiétude, ça, qu'il y ait de nouveau des décrochages. Sur un temps aussi réduit, on va dire que les risques sont quand même limités, mais néanmoins, on sait aussi que tous les enfants ne bénéficient pas du même environnement à la maison. Donc il faut être attentif à donner de bons conseils aux parents pour que voilà, ce risque de décrochage soit réduit au maximum. Et puis ensuite, les équipes enseignantes sont là pour justement entretenir ce lien à l'école, passer
des coups de téléphone dans les familles, comme ça a été fait pendant le premier confinement, hein, de manière vraiment remarquable. On a eu des exemples très très édifiants de qualité du lien d'enseignants, enseignantes à l'école primaire ou à l'école maternelle d'ailleurs, qui faisaient des temps de lecture par audio avec voilà, les parents se branchaient tous, et puis il y avait le temps de lecture qui était aussi un temps paisible avec les enfants. Vraiment, voilà, les enseignants ont été extrêmement investis, ont aussi du coup acquis des réflexes. On a appris avec une forme d'humilité de nos manques, et on a su aussi constater les progrès qui restaient à faire. Donc c'est pas une page blanche, hein. On vient de vivre une année où on a peaufiné petit à petit nos usages des outils numériques, les enseignants ont bénéficié de formations. S'il y a un aspect positif à cette crise sanitaire, c'est le saut énorme qui a été réalisé en matière d'usage numérique. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Oui. Excusez-moi déjà pour rappeler un petit peu en retard, j'ai un petit souci technique Je vous en prie. pour me connecter. Voilà. Je voulais juste vous demander, oui, concernant l'usage des outils numériques, est-ce que toutes les familles, toutes les familles y ont accès de la même manière? J'imagine que ça va poser quand même quelques soucis, comme vous disiez, les environnements ne sont pas tous les mêmes, donc est-ce que malgré tout, il n'y a pas des enfants, des jeunes à qui c'est compliqué de faire cours à distance, parce que ce ne sont pas les outils nécessaires, quoi. Alors là, de nouveau, j'ai envie de vous dire qu'il y a eu des efforts extrêmement importants qui ont été réalisés grâce au partenariat avec les collectivités locales aussi, pour munir les familles les plus défavorisées en équipement informatique, numérique et en clés aussi 4G. Je n'exclus absolument pas, parce qu'il faut être réaliste, je n'exclus pas qu'il y ait encore des besoins ou des manques. Simplement, je passe à travers vous le message que là où il y en a, on a encore la possibilité d'équiper. Ce matin, nous étions en visio avec le vice-président du conseil régional, et voilà, le conseil régional, par exemple, réactive son effort en matière d'équipement informatique là où il y aurait encore des manques. Donc, alors après, ce que je vous dis là ne résout pas la question des zones blanches. J'en suis bien consciente, hein, qui continue à être un problème épineux, qu'on avait essayé de juguler du mieux possible pendant le premier confinement en envoyant des documents papier aux familles qui étaient face à cette difficulté à se connecter. Là, pour le coup, j'ai envie de vous dire que l'éducation nationale ne peut pas tout, et donc ne peut pas résoudre tout à fait ce problème-là, mais elle fait beaucoup. Et alors, j'ai une autre question également. Dans le mail qui nous a été envoyé, il est précisé que les enseignants peuvent accéder aux équipements techniques des établissements, donc les établissements sont ouverts aussi pour ça. Est-ce que ça veut dire que c'est simplement... Est-ce qu'ils peuvent faire les cours à distance depuis l'établissement, ou est-ce que c'est depuis chez eux? Si eux-mêmes ils ont des difficultés, par exemple, de réseau à domicile, est-ce qu'ils peuvent le faire depuis l'école? Exactement, c'est ce dont on s'est assuré. Là aussi, vous voyez, c'était au cœur de la discussion qu'on a eue ce matin avec la région. L'idée est exactement celle que vous venez de décrire, c'est-à-dire la possibilité laissée aux enseignants qui auraient des difficultés à faire classe à distance depuis chez eux, de venir dans l'établissement pour bénéficier de l'équipement informatique et aussi de la qualité du réseau, tout simplement. L'objectif, c'est vraiment qu'on maintienne du mieux possible le lien avec les élèves et qu'ils aient chaque jour un lien concret, j'allais dire direct, un lien physique mais à distance avec des enseignants, parce qu'il n'est pas question que
on se contente de devoir distribuer et faire à la maison. Voilà, c'est pas ça l'idée. On a vraiment 2 semaines clés là, à gérer, avant les vacances, après les vacances pour les collégiens lycéens, notamment. Voilà, il faut que l'effort soit fait de ce point de vue-là. Encore une fois, l'idée étant de revenir ensuite vers quelque chose de plus normal, on l'espère. C'est aussi l'espoir que le président de la République nous présentait mercredi soir. Un dernier gros effort avant de cheminer doucement vers une vie qui redeviendrait plus normale. Pardon, sur laquelle des enfants des personnels indispensables à la gestion de crise, Oui. Qui s'était passé il y a un an, ça se chiffre non, sur le département de Côte d'Or? Est-ce qu'on a des nombres d'enfants qui pourront être accueillis chez ce motif? Alors pour l'instant on n'a pas ces estimations encore. Le travail est fait avec l'ARS pour essayer de chiffrer, mais de toute façon aucun parent ne verra ses enfants refusés, hein, dès lors qu'il appartient aux professions qui sont listées dans l'instruction qui nous a été adressée. Non, j'ai pas de chiffres. Ce qu'on sait juste, c'est qu'on avait, de mémoire, très peu de collégiens lors du premier confinement. Quand bien même, il était possible de confier son enfant au collégien. Il y en avait très très peu. L'essentiel, c'était vraiment du premier degré, ce qu'on comprend aisément, hein, d'ailleurs. Et non, j'ai pas de chiffres à ce stade. Lors de cette année, qu'est-ce qui leur sera proposé dans les écoles? Il y a quand même des activités pédagogiques justement, ou comment ça va se passer? L'idée, c'est de les accueillir de telle manière qu'ils bénéficient de la continuité des apprentissages comme s'ils étaient à distance, si on peut dire, sauf qu'ils seront peut-être mieux accompagnés encore quand ils sont en établissement, puisqu'ils ont du personnel enseignant à leur côté, ou en tout cas l'éducation nationale. Et puis des activités en plein air, oui, effectivement, c'est aussi l'esprit. Si la météo nous le permet, puisque pour avoir jeté un œil sur la semaine prochaine, visiblement on a eu une détérioration de la météo assez nette, mais en tout cas l'esprit c'est ça aussi, c'est les faire bénéficier d'activités physiques, puisqu'il y va de leur équilibre physique et psychologique, hein, derrière tout ça en fait. Donc, excusez-moi, ça veut dire, pour être sûr d'avoir bien compris, qu'il y aura donc des enseignants qui feront les enseignements et les cours à distance, et d'autres qui feront le cours normal à les enseignements normaux aux enfants qui seront présents, aux enfants des professions concernées, prioritaires pour... Non, c'est pas tout à fait ça. Le dispositif qui est mis en place dans les écoles, notamment, c'est un dispositif d'accueil, c'est pas un dispositif de classe normale. C'est le fait que les professionnels indispensables à la gestion de la crise ne soient pas sans solution de garde en fait, de leurs enfants. C'est bien ça qui nous est demandé par ces professionnels. Oui, comme premier confinement. Mais alors comment la continuité pédagogique est assurée auprès de ces élèves alors qui sont accueillis? Oui, par rapport à ça en fait, je prends appui un peu sur ce qui s'est passé la dernière fois. En fait, je vais prendre un exemple dans les écoles, parce que c'est vrai que dans les collèges c'était vraiment pratiquement très minime. Et dans les écoles en fait, c'était des écoles qui accueillaient les élèves d'un secteur, des personnes indispensables, des enfants, des personnes indispensables à la crise. Et en fait, au niveau des enseignants, il y avait un roulement. C'est-à-dire que c'était pas toujours le même enseignant. C'était des enseignants volontaires, c'est toujours le même principe. Il y avait toujours beaucoup plus de volontaires que de besoins. Et donc on avait des enseignants qui tournaient une journée, une demi-journée dans cette école-là pour accueillir les élèves.
Donc ça n'avait pas d'impact fort sur leur propre travail parce qu'eux-mêmes doivent organiser la continuité pédagogique de leurs élèves. Donc ça n'avait pas d'impact et c'est pour ça qu'on avait dit comme ça. Et les élèves accueillis, en fait, ils ont des propositions ils sont en lien avec leurs enseignants parce qu'ils viennent de plusieurs écoles en fait. Et chacun a son programme de travail. A peut-être des temps où ils doivent devoir se connecter en visio, d'ailleurs souvent c'était le cas, et l'école d'accueil organise cela pour les enfants, donc organise l'accueil, et bien sûr vu que ce sont les enseignants, peuvent avoir un appui, comme un parent aussi, aider par rapport à quelque chose, voir comment ils ont leur travail, le structurer, et faire aussi en sorte qu'ils aient des temps, comme le disait Madame la rectrice, où ils ne sont pas tout le temps devant un écran pendant plusieurs heures, mais des temps justement où ils ont une activité physique, ils se déplacent, etc. Donc c'est un accueil, mais pour ces élèves-là qui suivent les enseignements de l'école dont ils sont élèves. Donc si j'ai bien compris, l'établissement d'accueil va mettre à disposition des ordinateurs quand il y aura justement ces temps d'enseignement pour les élèves qui seront accueillis, c'est ça Oui, en fait, ils vont utiliser les outils de l'école, et donc en lien avec bien sûr les collectivités. D'accord. Qui sont... D'accord, d'accord. On a entendu les infos du monsieur qui parle à votre gauche, Madame la rectrice. Le directeur académique de la pédagogie. Je l'écoute depuis tout à l'heure, mais... Oui, d'accord. Ah, on ne me voit pas. Ah oui, oui, on ne me c'est voit parce pas. qu'on ne le voit pas. Je suis Pardon. caché. Alors attendez, je vais vous le montrer. Ah oui, c'est vrai. Oui, je l'ai on pas vous vu. entend, Voilà, il est là. Ah, voilà. Alors, Philippe Velten, on s'était déjà rencontré, monsieur Jobin, déjà. directeur académique de la pédagogie, directeur de cabinet adjoint. Oui, tout à fait. Oui, mince. Cette fois, on vous voit. Merci beaucoup. Je suis désolée. Merci. D'autres questions? Ouais, du coup, j'en profite pour poser une question pratique. Si la semaine prochaine, nous en tout cas au Journal du Centre dans la Nièvre, si on souhaite faire un reportage dans une des écoles justement qui accueille ces enfants-là, est-ce que ce sera possible? Est-ce qu'il faudra demander l'autorisation, j'imagine, au DAZEN de notre département? Enfin, les autorisations seront données pour ça, pour qu'on explique comment ça se passe et voilà, pour faire un reportage là-dessus. Oui, tout à fait. J'en profite pour vous demander, puisqu'on est là. Oui, c'est prévu et c'est intéressant justement Oui. de montrer ce volet-là, bien sûr. Donc la réponse est oui. D'accord. Avec autorisation de Avec la ou du autorisation du DAZEN, DAZEN. bien Oui, sûr. bien sûr. Ouais. Oui, d'accord. C'est bon pour vous? Bon, merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage aussi pour, voilà, pour votre Merci beaucoup. travail rendu encore Merci plus beaucoup. compliqué. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, très bonne journée. Merci. Oui, peut-être une question, pardon. Bonjour. Oui. Simplement sur la continuité pédagogique, vous êtes en savoir que ça inquiète beaucoup les parents. Oui. Donc on a beaucoup évoqué les différentes ressources, sites, internet, etc. Comment est-ce que l'information va jusqu'au parents? Est-ce que c'est par EduSchool qu'on leur a dit justement aller voir sur le CNED, sur l'UNI, etc. Parce qu'au niveau des inquiétudes, les enseignants le sont sans doute, mais les parents sans doute encore plus. Donc cette information aux parents, comment est-ce qu'elle va se faire? Bonjour. Oui, j'ai une question. Excusez-moi déjà pour être arrivé un petit peu en retard, il y avait un petit souci technique au moment de me connecter. Voilà. Je voulais juste vous demander, oui, concernant l'usage des outils numériques, est-ce que toutes les familles, toutes les familles y ont accès de la même manière? J'imagine que ça posait quand même quelques soucis, comme vous disiez, les environnements ne sont pas tous les mêmes, donc est-ce que malgré tout, il n'y a pas des enfants, des jeunes à qui c'est compliqué de faire cours à distance, parce que ne sont pas les outils nécessaires, quoi. Et alors, j'ai une autre question également. Dans le mail qui nous a été envoyé, il est précisé que les enseignants peuvent accéder aux équipements techniques des établissements, donc les établissements sont ouverts aussi pour ça. Est-ce que ça veut dire que c'est simplement... Est-ce qu'ils peuvent faire les cours à distance depuis l'établissement, ou est-ce que c'est depuis chez eux? Si eux-mêmes ils ont des difficultés, par exemple, de réseau à domicile, est-ce qu'ils peuvent le faire depuis l'école? Parlons sur l'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de crise. Qui s'était passé il y a un an, ça se chiffre, non, sur le département de Côte-d'Or? Est-ce qu'on a des nombres d'enfants qui pourront
être accueillis. Je peux proposer dans les écoles, il y aura quand même des activités pédagogiques justement, ou comment ça va se passer? J'ai bien compris qu'il y aura donc des enseignants qui feront les enseignements et les cours à distance, et d'autres qui feront le cours normal les enseignements normaux aux enfants qui seront présents, aux enfants des professions concernées, prioritaires pour emmener leurs enfants à l'école. C'est bien ça. Donc si j'ai bien compris, l'établissement d'accueil va mettre à disposition des ordinateurs quand il y aura justement ces temps d'enseignement pour les élèves qui seront accueillis, c'est ça, hein? Oui, en fait, ils vont utiliser les outils de l'école, hein, et donc en lien avec bien sûr les collectivités. D'accord. Qui sont... D'accord.